Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour l'émission du jour qui s'appelle Milei décrypter l'OVNI politique. On vient de passer la marque des 100 jours du gouvernement de Milei en tant que président de l'Argentine et donc on voulait faire un petit bilan. Donc pour rappel très bref, Milei au gouvernement argentin, qu'est-ce que c'est? Eh bien pour l'instant on a eu le droit au DNU, donc un décret national d'urgence, plus de 300 articles qui viennent supprimer des lois, par exemple, sur l'encadrement des loyers ou des lois anti-pénurie qui ont provoqué des catastrophes en Argentine. Aussi, le DNU pavait le chemin vers la privatisation de léviathans étatiques comme les compagnies pétrolières, la télé publique et bien plus. Euh, une fois le DNU passé, qui d'ailleurs on le rappelle est toujours en vigueur malgré son rejet au Sénat, le DNU reste en vigueur, Milei a tenté de faire passer et a donc proposé au Congrès une loi omnibus, donc un paquet de lois omnibus qui prévoyait de réformer de nombreux pans de l'activité économique du pays, passer la durée de période d'essai de 3 mois à 8 mois, de libéraliser un petit peu tout ce qui pouvait être libéralisable et surtout de contrôler mieux les fonds publics et les fonds fiduciaires. Euh, tout ça malheureusement n'est pas passé au Congrès puisqu'après avoir obtenu la majorité sur le texte global, quand il a fallu passer au vote article par article, les dialoguistes qui s'étaient engagés à voter pour Milei, enfin pour son texte de loi, se sont rétractés les uns après les autres et donc Milei, devant l'affront que lui faisait l'opposition, a préféré retirer complètement son texte de loi et il propose maintenant un pacte de mai qui sera fait entre tous les gouverneurs et sénateurs et l'exécutif à Cordoba le 25 mai prochain pour signer une nouvelle loi omnibus et aussi écrire une feuille de route pour les 10 prochaines années en Argentine. Donc on a d'un côté les effets d'annonce de Milei et puis de l'autre évidemment la rébellion de la caste politique qui fait que le chemin n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Des petits indicateurs qui nous donnent le sourire. L'inflation baisse en Argentine. On est passé d'une inflation mensuelle à hauteur de 35% en décembre à une inflation mensuelle de 13% en mars. Les prix de l'immobilier baissent depuis la fin de l'encadrement des loyers, mais dans le même temps évidemment une chute drastique de la consommation qui met en péril aussi évidemment les recettes de l'État. Pour présenter cette émission, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Stéphane Gère. Donc Stéphane Gère est le président fondateur des éditions John Galt, donc qui publie des textes sur la liberté, le libertarianisme, l'anarcho-capitalisme. Il est aussi sur plein de plateformes différentes et il a la particularité, donc Stéphane, tu as la particularité d'avoir été le premier Français à pouvoir interviewer Milei, peut-être d'ailleurs le seul Français à date, peut-être que tu le sais mieux que moi. Et avant de te laisser la parole, je voulais dire à tous nos abonnés Patreon que ceux qui sont à l'heure actuelle ou ceux qui ont été abonnés Patreon, vous avez jusqu'au 16 avril pour vous abonner sur mon Patreon et je tirerai au sort parmi vous 3 personnes pour gagner le livre Liberté Manifeste de Stéphane Gère. Donc je le ferai livrer chez vous. Vous n'avez pas besoin de participer. Si vous êtes abonné ou si vous avez été abonné dans le passé à mon Patreon, vous rentrez dans les critères. Donc voilà. Comment ça va Stéphane? Et merci de me rejoindre pour cette interview aujourd'hui. Bonjour Nico, merci de cette invitation, j'apprécie sincèrement. D'abord, bravo pour ce résumé de l'action de Milei sur ces 3 mois. Je vois que tu suis de très près ce qu'il peut faire. Et pour te répondre plus directement sur l'interview de Milei, je ne sais pas si je suis le seul. Je pense que ça va faire 2 ans et demi, je crois, aujourd'hui, que je l'ai interviewé. C'est puisque il était encore en campagne pour Buenos Aires. Oui, je pense que je dois être parmi les rares libertariens européens, en tout cas, à avoir eu
la chance, l'initiative et la chance de l'interviewer. C'était très intéressant et très enrichissant de mon point de vue. Je n'imaginais pas, très sincèrement, qu'il deviendrait président, même s'il était clair qu'il avait déjà une très forte dynamique, une ambition, une vision, une impétuosité, si je puis dire, qui était tout à fait favorable et prometteuse. Mais à ce moment-là, oui, non, je n'imaginais pas pouvoir dire j'ai interviewé le président de l'Argentine. Effectivement pas. Quant aux autres plateformes, oui, ce que j'essaie de faire, c'est d'être présent sous différentes formes sur les réseaux sociaux au sens large, de manière à promouvoir les idées de libertariens sous toutes les formes possibles, que ce soit par livre, par blog, par vidéo, par interview comme ce soir. Chaque fois que j'ai l'occasion de faire connaître nos idées, j'essaie de répondre présent. Merci beaucoup pour ta présentation. On te retrouve sur l'Institut Mises, Libérali, Substack. Je vais d'ailleurs mettre tous les liens dans la description, comment vous pouvez retrouver les écrits de Stéphane. Donc pour en revenir sur cette interview de Milei rapidement, dont je mettrai aussi le lien en description, ne vous inquiétez pas. Comment tu découvres toi Milei et qu'est-ce qui t'attire évidemment chez lui, mais voilà, comment ça se passe les premiers contacts, d'abord toi seul découvrant Milei et ensuite avec son équipe, etc. pour obtenir cette interview. Ah ben, je vais être honnête avec toi, ça s'est pas passé comme ça. J'ai bénéficié d'un intermédiaire. Il se trouve très fortuitement que quelque temps auparavant, j'ai rencontré un journaliste brésilien qui le suit depuis très longtemps, qui lui s'est rapproché de moi. Justement, c'est lui qui a su faire le lien entre nous quelque part. Lui, il connaissait Milei depuis quelque temps et il a découvert Stéphane Gers, si tu veux, en Europe. Et il s'est dit, tiens, 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 c'est intéressant. Voilà deux personnalités qui devraient se rencontrer. Très sincèrement, hein, toi. Et on en a parlé, bien sûr, moi ça m'a paru très intéressant parce que les positions ont été à la fois proches et éloignées. Je pense que Javier Milei, lui aussi, a fait la même analyse parce que bah, je mène le Mises Institute en France. Je suis beaucoup plus modeste que lui, mais néanmoins j'ai une empreinte relativement visible sur les réseaux. Et voilà, on a su faire la prendre contact et organiser cela. Je pense que la curiosité était des deux côtés, et ça s'est passé aussi naturellement que ça, je dirais. C'est aussi simple que ça. D'accord, mais donc toi tu connaissais déjà le personnage Milei avant qu'on te contacte. Oui, bah oui, parce que sinon, j'avais suivi de loin, si tu veux, parce que il est quand même présent. Il y a un certain nombre de personnalités en Argentine qui sont déjà dans le domaine de l'école autrichienne ou autre. Euh, et donc oui, le personnage ne m'était pas inconnu, mais je n'étais pas non plus un expert, si tu veux. Hein. Je n'avais pas forcément un contact précis. Comment dire, le fait que l'entretien ait été organisé par, il s'appelle Jensen Polimata, donc c'est Jensen qui a organisé ça, et voilà, ça a été une excellente opportunité. Mais oui, j'avais déjà entendu parler de Milei avant, effectivement. D'accord, d'accord. Et Milei, parce que bah, évidemment c'est du contenu en espagnol, tu parles espagnol toi-même pour pouvoir comprendre la Non, source ou... j'arrive à suivre à peu près à l'oral, mais je parle très très mal, très très peu. Donc c'est Jensen qui a fait la traduction simultanée. Donc D'accord. ça fait que l'entretien, l'interview est un petit peu compliqué puisque chaque fois il y a une traduction et pour les auditeurs aussi. Mais je crois peu importe parce que néanmoins ça a permis d'établir un échange, de poser des questions, d'avoir une discussion. Moi je l'ai valorisé avec l'article que j'ai fait derrière dont on a parlé, dont tu vas mettre le lien. Et mon objectif c'était ça, c'était de laisser une trace quelque part. Depuis, forcément, Milei étant devenu président, je n'ai pas osé reprendre contact avec lui pour notre interview, mais je ne l'exclus pas, néanmoins, je ne l'exclus pas. Ouais, non, je trouve que c'est, bah, évidemment, il a pris un peu plus d'envergure, puisque voilà, toi tu l'as interviewé quand il était candidat aux législatives en Argentine. C'est ça.
c'est ça. Il est depuis devenu président du pays, donc c'est vrai que il est peut-être un petit peu moins joignable, mais en tout cas, ça dénote sa fulgurance dans la politique en Argentine. C'est quelque chose en France qu'on a déjà eu avec Emmanuel Macron, qui est passé de ministre de l'économie à président, mais évidemment dans un tout autre registre, puisque Milei, lui, au contraire de Macron, voulait brûler la Banque centrale, alors que Macron a ajouté pas mal de milliards de dettes. Donc c'est des candidats Ah, différents. ouais, disons que d'un côté, on a quelqu'un qui a une grande honnêteté, et on peut discuter du détail de ses idées, mais Milei, on ne peut pas douter de la sincérité et de l'honnêteté intellectuelle, j'entends, de Javier Milei. On ne peut pas en dire autant de notre cher président de la République française. C'est pour titiller un peu les auditeurs, ça. Donc il y a une question moi qui m'intéresse, et toi qui es dans le mouvement depuis très longtemps, je voulais te poser cette question. Milei arrive lui dans un contexte très particulier, un contexte de crise euh, avancée, une économie Oui, désastreuse. oui. L'Argentine a subi en 2023 par exemple une inflation annuelle de 270%. Je crois qu'ils sont avec le Liban et le Venezuela dans le top 3. Euh, est-ce que c'est est-ce que ce genre de malheurs finalement sont nécessaires à l'arrivée de nos idées, ou est-ce qu'on peut trouver euh, autre chose à se raccrocher et se dire même si on n'en passe pas par là, on va quand même pouvoir faire avancer nos idées peu à peu? C'est une excellente question et pense que euh, j'ose penser que la réponse est non. Je m'explique. Il est évident que, bien malheureusement, la crise argentine a forcément poussé les gens, le peuple on va dire, les gens, à se poser beaucoup de questions, à être sensibles à certains types de messages, à être à l'écoute dès qu'on leur parle de, comment dire, de revenir à une forme de prospérité. Je ne suis pas argentin, je ne connais pas la situation au quotidien, mais je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas eu un appétit des Argentins à un discours radicalement différent du fait de leur situation. Donc, bien sûr, probablement, tous les pays qui seront sévèrement en crise pourront certainement avoir une oreille auprès des libertariens. Tu évoques le Venezuela. Je ne suis pas sûr que le Venezuela aujourd'hui soit à l'écoute des libertariens. Ça serait intéressant. Aujourd'hui que je sache, c'est pas vraiment le cas, mais ça devrait l'être. Bon, pour autant, pour autant, si tu prends un pays comme la France, moi, ce qui me motive à pousser les idées libertariennes en France, c'est que la France, c'est une pastèque. C'est-à-dire, comme ça, quand tu prends le pays de loin, quand tu regardes en surface, c'est un pays qui, bon, qui a des difficultés, mais qui, grosso modo, reste encore relativement prospère, relativement sain. D'accord? En réalité, il n'en est absolument rien. Aujourd'hui, c'est un pays qui est profondément communiste, mais qui vit sur ses lauriers et qui n'est pas encore au niveau de pauvreté que l'Argentine peut connaître. Je veux dire par là qu'il y a néanmoins énormément de choses en France sur lesquelles on peut agir pour faire passer de nos idées, et notamment sur les notions économiques liées à la fiscalité et du vol. Elle est très forte en France. La France est le pays le plus fiscalisé au monde. Donc on doit pouvoir faire passer ce message-là. Et puis des notions de droit. Ce que je veux dire par là, c'est que la législation française est une horreur absolue. Faire passer que justement c'est une horreur absolue et qu'il y a suffisamment de complexité législative pour qu'on revendique d'avoir plus de liberté qu'on en a aujourd'hui. Oui, non, tout à fait. Alors après, l'avantage de la France, on l'a vu avec le conflit avec les agriculteurs, par exemple, où les politiques ont, par exemple, envie d'instaurer des prix planchers, de faire des lois anti-profit ou super profit, comme ils les appellent. Euh, L'avantage, c'est que finalement, avec les lois que vous êtes en train de préparer, alors vous, toi, évidemment pas toi, mais en tout cas ce qu'on est en train de nous préparer,
vous allez certainement prendre le chemin de l'Argentine beaucoup plus rapidement que ce qu'on le pensait. Donc ce qui pourrait aussi permettre l'avènement peut-être d'un Javier Milei français. En tout cas, la France en prend le Oui, chemin. mais disons que les conditions pour un Javier Milei, effectivement, mais il y a une autre condition qui est nécessaire. Parce qu'il y a un autre facteur que je pense qui est, à ce jour, que je sache, spécifique à l'Argentine, en tout cas qu'on ne retrouve pas en France, c'est que Javier Milei, tel que je le connais, tel que je le comprends, en tant que personnalité, il combine deux choses très particulières. Il, il est sorti du lot en tant qu'économiste, et en tant qu'économiste qui s'est fortement distingué par une gouaille et une pertinence combinées, qui ont fait qu'il a eu de l'attention, justement, parce qu'il était pertinent et parce qu'il avait de la gouaille. Dans le contexte argentin, il a été écouté. Et tel que je le comprends, il y a aussi une autre raison, c'est que c'est une ancienne personnalité, une personnalité de foot. Il a un vécu avant tout ça lui-même. Il est déjà connu, ou il était connu en tant que tel. Donc il a une personnalité, d'accord. Il est connu. Euh, et je pense que ça a aidé aussi à le faire percer, à donner une écoute, à lui donner une dimension populaire, pour pas dire populiste. Sachant que chez moi, populiste n'est pas une insulte, hein, d'accord. Donc je pense que tout ça combiné fait que Javier Milei est une personnalité tout à fait originale qui était tout à fait adaptée au contexte argentin. Si je me remets en France, est-ce qu'on a des Javier Milei? Est-ce qu'il y en a, tu vois? Je pourrais forcer le trait en disant, moi par exemple, j'ai les compétences de Javier Milei, je pourrais, je parle pas de la communication, d'accord? Mais du point de vue technique, je pourrais parfaitement tenir la même position que Milei, j'ai pas de problème. Mais je n'ai pas sa gouaille, et je ne suis surtout, je ne suis pas aussi connu. Personne ne va m'écouter particulièrement. J'y travaille tous les jours, hein, d'accord. Mais il faudrait que toi, qui es un, je sais pas moi, un acteur de cinéma par exemple, qui tout d'un coup prenne des positions politiques et qui soit celle de Rabbi Milei. À ce moment-là, peut-être en France, on pourrait écouter une personnalité de ce genre-là. Dans le contexte français, tout d'un coup, peut-être quelqu'un l'écouterait. Mais en France aujourd'hui, les libertariens ne sont pas écoutés parce qu'on n'écoute pas les libertariens, et parce que les libertariens sont inconnus, pas crédibles, etc. Oui, tout à fait. Peut-être un peu une personnalité à la Coluche, il y a quelques Oui, décennies de ça, peut-être pour oui, tout à fait, les plus tout à anciens fait. qui nous écoutent et qui On- connaissent un peu l'histoire, quoi. oui, oui, c'est un très bon exemple. Il nous manque des personnalités de ce genre-là, effectivement. Il faudrait un Coluche, Thierry Leluron, ou des gens Mhm. comme ça, qui ont une certaine gouaille, etc., et qui soient, en plus de ça, compétents. Ouais. Oui, finalement, euh, pas forcément. Enfin, c'est pas la taille du trou qu'on est en train de creuser qui va faire qu'on soit écouté ou non. C'est peut-être plus l'émergence aussi d'une personne qui est capable de porter ses idées, donc de les porter avec la communication et l'aura, mais aussi, comme tu le précisais bien, avec les connaissances techniques derrière pour pouvoir assurer Ça, l'idéologie. Non, très c'est intéressant. ça. Moi, je pense que, tu vois, ce à quoi j'essaie de travailler, de consolider les compétences et les transmettre également, de manière à ce que peut-être un jour, s'il y a un Coluche qui perce, pour reprendre ton analogie, que le Coluche vienne frapper à ma porte et me dise Stéphane, si vous voulez, venez m'aider, on va porter vos idées. Toi. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, c'est quelque chose moi qui me fascine chez le candidat Milei, enfin chez le président Milei, euh, c'est qu'on a l'impression qu'il bosse quasiment sans équipe derrière, que le que Ah, Javier non. Milei se suffit à lui-même, quoi. Je pense que c'est pas vrai. Déjà, il y a sa sœur qui fait un travail considérable en termes de communication. Il a une équipe. Alors, effectivement, l'équipe n'est pas visible et je pense qu'il fait exprès qu'elle soit pas visible. C'est pas du tout une critique. Mais ne serait-ce que le travail de communication qu'il a fait avec, comment elle s'appelle, Victoria Villarreal, Mhm. pour passer déjà la députation avec sa sœur et les gens qui sont autour, parce qu'il faut quand même pouvoir organiser des meetings. euh, il y Je a un parlais gros plutôt travail sur le derrière. plan idéologique, hein. Je parlais vraiment sur le plan idéologique. On a Ah, l'impression oui, qu'il pardon. a il a son aura, sa communication un peu, Alors, oui, 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 oui. un peu Oui, folle, alors, et derrière son background qui lui permet en fait d'être quand même d'accord. solide, on va dire.
Oui, d'accord, d'accord. Alors, oui, je pense que tu as raison. Cela dit, il se réfère régulièrement à, comment il s'appelle, Alberto Benegas Lynch, Tout à fait. qui, je pense, est son mentor technique, on va dire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes? J'en sais rien. Je pense que tu as raison. Il est probablement beaucoup plus autonome. Et l'équipe dont j'ai parlé est peut-être plus une équipe au niveau de la communication. Probablement, Oui. tu as raison. Oui, et puis logistique, évidemment, parce qu'on n'organise pas une campagne tout Voilà. seul, évidemment. Voilà. C'est clair et net. C'est clair et net, c'est clair et net. Non, bah, merci pour tes précisions. Ah, pour rentrer un petit peu plus dans le sujet d'aujourd'hui, donc j'ai répété en début, en intro, 100 jours de gouvernement Milei, j'ai répété en quelques phrases ses premières actions, évidemment il y en a eu plein, plein d'autres, mais bon, fallait faire court. Comment tu analyses toi jusqu'à présent? Donc on sort du candidat, on sort de Milei en lui-même, on parle vraiment du président, son action de président. Comment tu analyses ça? Euh, voilà, prends ton temps et fais-nous une analyse un peu de ce que tu penses de Milei en président. Euh, Peut-être qu'avant de rentrer dans qu'est-ce que je pense de Milei comme président, je vais essayer de manière simple de déchiffrer ce que je comprends de la tactique qu'il essaie de suivre. Et je ne prétends pas avoir dire des choses forcément très originales, hein. Mais j'aime bien le fait que tu évoques les 100 jours, parce que c'est typiquement une durée symbolique, tu as raison. Milei, il arrive au pouvoir. Il arrive au pouvoir, il a été porté par une vague populaire, très bien, mais il se retrouve quand même dans la nasse politicienne et il se retrouve aussi dans la nasse des institutions. Il y a des choses qu'il peut faire, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Et ensuite, les gens qui l'ont porté au pouvoir, ils l'ont cru, ils ont eu confiance en lui, ils ont placé beaucoup d'espoir. Il faut qu'il puisse démontrer qu'il apporte de l'efficacité, il faut qu'il puisse montrer qu'il apporte de l'oxygène très vite, surtout dans un contexte de crise. Donc il faut que très vite il obtienne des résultats. Ça ne veut pas dire qu'il peut libérer, que l'enjeu de libérer l'Argentine de manière définitive en 100 jours, bien sûr que non, mais il faut qu'en 100 jours, il puisse montrer qu'il obtienne des résultats. Et comme n'importe quel grand patron d'ailleurs qui arrive dans un environnement, hein, il faut marquer les esprits tout de suite. C'est ce qu'il a essayé de faire, je pense, avec le DNU et l'omnibus dont tu as parlé, et qu'il continue d'essayer de faire. Montrer tout de suite qu'il est dans l'action, mais pas de l'action pour l'action, de l'action qui, sur terrain, va donner de l'oxygène économique aux gens. De manière à ce que très très vite les gens puissent voir qu'effectivement il y a des choses qui changent, il y a du pouvoir d'achat qui revient, il y a des prix de loyer qui baissent, etc. etc. Donc sans rentrer dans le détail de toutes les mesures qu'il a prises, tu vois, j'en suis pas capable honnêtement et je pense que c'est pas ça qui est important, mais je pense qu'il a tout de suite frappé fort et sur des choses très précises pour aller chercher sinon des mesures de fond qui vont marquer l'Argentine pour longtemps, au moins des choses qui vont frapper les esprits et qui vont donner de l'oxygène économique notamment tout de suite aux gens. Et là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire de négatif. Je pense qu'au contraire, tactiquement, c'est très bien vu. En plus, il y a un phénomène politique, c'est que forcément, il avait négocié une alliance. Il fallait qu'il profite de l'alliance le plus vite possible. Donc c'est ce qu'il a essayé de faire. La preuve, c'est ton troisième point. Assez vite, il y a une rébellion des politiciens. Une fois que les politiciens ont vu que il n'avait pas juste fait des promesses, mais il allait être dans l'action et donc il allait tenir ses promesses, ils ont commencé, je pense, à prendre peur, à douter, à se rendre compte qu'il allait vraiment faire ce qu'il avait dit qu'il ferait. Et donc forcément, il y a eu des retraits, des revirements. Donc là, il est maintenant aujourd'hui dans une seconde phase. Maintenant, il faut qu'il arrive à les convaincre que leur intérêt, ou en tout cas pour certains, leur intérêt, c'est de le rejoindre dans le mouvement de libération de l'Argentine. Je pense que c'est une deuxième vague d'efforts qu'il va faire. Avant ce que je pense qu'il sera une troisième vague, tu as dit qu'il a commencé à préparer un programme sur 10 ans. Justement, la troisième vague, c'est qu'il a un mandat, si je ne dis pas de bêtises, qui est pour 4 ans.
Donc se pose forcément la question de comment il fait pour passer de 4 ans à 10 ans. Donc il faut qu'il d'ores et déjà qu'il prépare un deuxième mandat, ou en tout cas le coup d'après. Et donc je pense que dès l'année prochaine, ça sera son objectif de se dire, ok, j'ai déjà mené des actions coup de poing, et sûrement il va continuer. J'ai assez essayé d'élargir mon périmètre avec des gens, des politiciens, pour les convaincre de me suivre. Ok, mais de toute façon, au-delà de ça, il faut que je m'assure que mon programme, je vais avoir les moyens de le mener pendant 10 ans. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il fait un travail tout à fait raisonnable, tout à fait pensé, tactiquement solide. J'ai des réserves, on pourra en parler, mais je pense qu'il est à la hauteur de la tâche à ce niveau-là. Non, très bien. Très intéressant. Je pense qu'on ça va être un peu le fil rouge aussi de notre discussion sur la durée. Milei en arrivant à parler, par exemple, de retrouver à 35 ans une Argentine prospère. C'est ça, Euh, ouais. Milei a parlé, par exemple, pendant les discussions sur les DNU, sur la loi Omnibus, pardon, quand son paquet de lois a été rejeté, il a dit lors de sa première interview post-rejet, euh, si le DNU, si la loi Omnibus était acceptée, ça nous mettait sur l'indice économique au niveau de l'Allemagne. Donc il disait en gros dans 20 ans, on aurait pu être comme les Allemands, euh, strictement au niveau économique évidemment. Euh, mais bon, c'est pas grave, les gens, les politiciens ont décidé autrement. Ensuite, il parle de son pacte de mai. Voilà, il dit voilà, c'est pour vraiment dresser une feuille de route sur les 10 prochaines années. Et comme tu le rappelles, il a un mandat de 4 ans. Donc pour comprendre un petit peu les échéances qui arrivent pour Milei au niveau électoral, en 2025, donc aussi dans la période octobre-novembre, il y aura les élections de mi-mandat. Donc il y a la moitié du Sénat, la moitié du Parlement et la moitié des gouverneurs qui remettent leur poste en jeu. C'est un peu comme les midterms aux États-Unis d'ailleurs, le système Oui, mais politique. très semblable. Oui, voilà, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, donc, euh, donc, la prochaine étape pour Milei, je pense, et c'est un peu ce qui se dessine, c'est de dire bon, là j'ai le pacte de mai, donc qui m'occupe jusqu'à fin mai. Donc là, en ce moment, en gros, il y a de la négociation avec les gouverneurs pour pouvoir leur faire accepter une nouvelle version de la loi Omnibus, signer ce pacte évidemment, symbolique. C'est plus symbolique qu'autre chose. Et ensuite, ce sera certainement des décrets essayer de solutionner le macro, l'inflation, le taux de change, libérer le taux de change, etc., pour arriver en 2025 avec le plus de chances possible de récupérer peut-être une majorité dans les deux chambres, ou au moins s'en approcher le plus possible pour avoir à dialoguer le moins possible avec l'opposition. Mais de ce C'est ça. fait, quelle stratégie avoir, ou en tout cas, qu'est-ce que tu ferais toi avec les cartes qu'on lui donne et ce plan un peu électoral, c'est-à-dire cette vision à long terme, et puis de l'autre, finalement, un calendrier électoral qui te laisse quasiment Bah, peu de temps à l'action. bah, je peux me tromper, bien évidemment, hein. Mais moi, je serais à sa place. Je me dirais, il faut que j'ai. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il agisse tout de suite, parce que il faut qu'en 2025, il ne pourra envisager un plan à 10 ans ou au-delà de 4 ans que s'il a un semblant de majorité, en tout cas les coups des franches, beaucoup plus les coups des franches au- dans les chambres, pour justement pouvoir plus facilement voter les différentes lois qu'il a besoin de voter, et notamment les plus difficiles, celles qui toucheront la Banque centrale ou des choses comme ça. Donc pour ça, il faut qu'il fasse quasiment un raz-de-marée en 2025, au midterm dont tu parles. Et c'est pour ça que je dis que dès la fin de cette année, déjà, il faudra qu'il puisse travailler là-dessus. Et pour pouvoir faire ça, il faut qu'il puisse montrer des résultats très vite. C'est pour ça qu'il est tout de suite dans l'action et qu'il met autant de pression pour tout de suite obtenir des résultats, parce qu'il ne pourra convaincre des électeurs pour lui refaire confiance qu'à cette condition-là. Par contre, s'il y arrive, bah, derrière, là, il sera plus en situation de sérénité pour dire, bon, je peux faire un deuxième mandat. Si c'est pas moi qui fais un deuxième mandat, ça sera peut-être Victoria, peu importe. Mais forcément, la deuxième action, c'est comment je fais pour atteindre mes 10 ans, comment je fais pour atteindre mes 35 ans.
Donc il a à la fois une urgence, besoin d'une urgence, excuse-moi, une urgence d'action à court terme pour solidifier, renforcer sa position électorale, pour ensuite avoir les moyens de faire vraiment ce qu'il a promis de faire à long terme. Et tout ça dans l'hypothèse où, bien évidemment, alors je suis pas très inquiet pour ça, mais dans l'hypothèse où malgré tout, ces mesures, toutes les mesures qu'il a prévu de faire donnent effectivement de résultats. Je pense que ça sera le cas parce que sinon on aurait un problème théorique. Mais je pense que c'est pour ça qu'il se dépêche et qu'il est tellement dans l'action, c'est qu'il faut qu'il marque des points tout de suite. Parce que, par ailleurs, et excuse-moi de prendre du temps à répondre, mais par ailleurs, forcément, plus il va obtenir des résultats, plus les politiciens traditionnels vont prendre peur, parce qu'ils verront que leurs positions seront mises en danger, et donc plus il aura de résistance de l'opposition. Non, non, complètement. Complètement, complètement. Ça, c'est clair. Ça me paraît bien. Est-ce que toi, tu as quelque chose à redire sur sa stratégie, sur sa communication, sur qu'est-ce que tu aurais peut-être fait de différent? À notre niveau, évidemment, c'est très dur de juger et de pouvoir de pouvoir être dur avec quelqu'un qui a fait autant de choses en aussi peu de temps. Mais est-ce que tu as des critiques, quelque chose que tu as vu passer où tu te dis non, là par contre, Milei va sur le mauvais chemin? Ou est-ce que finalement le calendrier démocratique, électoral, fait que tu comprends et approuves son positionnement? Alors, j'ai deux points qui sont très différents. J'en ai un justement sur le calendrier et j'en ai un autre qui est plus, on va dire, de principe et de posture. Mais je prendrai le calendrier. Là, encore une fois, je prends le risque de dire une bêtise parce que je suis pas sur le terrain, je n'ai pas une vision sur tout ce qu'il a pu dire, etc. Donc, vu de loin, ce qui me paraît à ce jour obscur, mal communiqué, probablement un point de faiblesse, c'est justement la communication sur son plan de long terme. Je ne dis pas qu'il n'a pas de plan de long terme, je suppose qu'il en a un. Je ne dis pas qu'il ne dit rien à ce sujet, je dis que ça ne ressort pas et qu'aujourd'hui, vu d'ici, on ne voit pas, je ne vois pas comment il explique à l'avance. Il nous parle d'un plan sur 35 ans, il le fait depuis le début. Comment va-t-il faire pour mener un plan sur 35 ans alors qu'il a un mandat sur 4? C'est une question qui me paraît fondamentale, qui nécessite une réponse. Il faut qu'il puisse expliquer comment il envisage, tout en respectant les institutions, etc., etc., comment peut-on imaginer mener un plan d'action à 35 ans alors qu'on prend un poste pour 4. Je ne prétends pas avoir la réponse sur le comment, d'accord? Mais il faut pouvoir l'expliquer, sinon il y a quelque chose qui n'est pas crédible quelque part, tu vois? On peut imaginer tout un tas de réponses, c'est pas mon point. Je dis juste que je ne le vois pas, je ne l'ai pas vu, je suis incapable de te dire comment il explique cela. Je pense que moi, personnellement, je l'aurais expliqué dès le début. Quitte à donner des armes pour mon opposition, c'est pas grave. Parce qu'il faut que les gens, le peuple, parce que c'est le peuple qui l'a élu, donc sa force est dans le peuple. Et d'ailleurs, on voit des mèmes qu'il publie où il a le peuple derrière lui et toute la caste devant lui, d'accord? Donc il a le peuple derrière lui, il faut qu'il explique au peuple comment il va faire. Ça, aujourd'hui, je ne le vois pas. Je n'ai pas dit qu'il ne le fait pas, je dis que je ne le vois pas. Ouais, peut-être pas Deuxième, assez mis en avant, oui. c'est ça, c'est ça. Parce que c'est quand même une vraie question. Mais comment il va faire pour tenir au-delà des 4 ans? Sinon, ça sert à rien. Ça sert à rien. L'autre point qui est tout à fait différent, et tu me demandes un point de faiblesse vu de mon côté, j'essaie de te répondre. Il y a un sujet que chez Millet, je ne vois absolument pas et que je regrette. Qui est, pour un libertarien, pour moi, c'est un point de faiblesse profond. Je ne l'entends jamais parler de sécession, de droit de sécession. La sécession, si tu veux, c'est le droit que peut avoir une population, un individu, un territoire, d'accord, euh, à sortir, à dire non et à sortir. Les exemples, c'est le Brexit. On connaît de quoi le Brexit, c'est les Britanniques ont choisi de sortir de l'Union européenne, voilà, pour peu importe la raison. C'est pas, je me fiche pourquoi, d'accord.
ils ont exercé, ils ont revendiqué et ils ont exercé un droit de sortir. Et des exemples de sécession dans l'histoire, il y en a de très très nombreuses. Quand l'URSS s'est effondrée, il y a tout un tas de républiques qui sont sorties. L'Ukraine, par exemple, est une république soviétique qui a fait sécession de l'URSS pour devenir une république autonome. D'accord. Bon. Donc la sécession, ça existe. Et c'est pour un libertarien, puisqu'il est libertarien, pour un libertarien, c'est absolument fondamental. C'est le droit de la souveraineté, soit individuelle, soit territoriale. D'accord. Ça, c'est un truc dont il ne parle absolument pas. Je ne comprends pas pourquoi. Plutôt, j'ai une opinion, mais je constate qu'il n'en parle pas. Je le regrette et je pense qu'il loupe de nombreuses positions, de nombreuses visions, de nombreux messages qui pourraient en plus en renforcer sa vision des choses et sa position. S'il le faisait, on peut en discuter bien sûr, mais voilà pour moi, c'est un angle très différent si tu veux, mais pour moi, Milei, qui est libertarien, en tout cas qu'il revendique et qu'il est à bien des égards, ne l'est pas complètement parce il n'a envisagé à aucun moment, je ne l'ai jamais entendu pas. Et d'ailleurs, je lui avais posé la question lors de notre entretien. Pour lui, la sécession est un non-sujet. Il ne l'envisage pas. Je trouve ça dommage. Alors, c'est un point intéressant. Pour revenir un petit peu sur le coup des 35 ans, sur la non-explication de sa vision. Alors, tu évoques une possibilité, le fait de ne pas donner d'armes à ses opposants, qui pourraient finalement attaquer quelque chose auquel Milei ne pense même pas à l'heure actuelle, qui ne sert pas son agenda politique, comme on le rappelle. C'est une possibilité. C'est vrai que vouloir parler de choses très avancées de son programme alors qu'il en est qu'à ses balbutiements n'est pas forcément un bon move politique, comme on dirait maintenant. Aujourd'hui, par exemple, hier, on a eu en Argentine Benegas Lynch fils, donc un des mentors de Milei, qui a dit, par exemple, les enfants de 15 ans enfin les gamins de 14 ans, je vois pas pourquoi l'État les oblige à venir à l'école si le père en a besoin dans le garage. Ils sont bien plus utiles dans le garage à aider leurs parents à se développer économiquement. Et qui est une position qu'on peut approuver selon l'idéologie libertarienne, de ne pas forcer les gens à aller à l'école, par exemple. Et tout de suite, ça a fait un peu fureur en Argentine, où l'opposition est venue attaquer Benegas Lynch sur ses propos, et le ministre du capital humain, Sandra Petovelo, est venu dire en gros à Benegas Lynch, non, non, mais il dit des conneries, évidemment que les enfants, on va continuer à les envoyer à l'école, etc. Donc on est peut-être aussi un peu là-dedans, dans où Milley est obligé finalement de renier certains principes idéologiques qu'il doit sans doute avoir, parce qu'il sait que le pays n'est pas encore prêt du tout à ce genre de message et qu'il faut d'abord que ces premières mesures fassent leurs preuves, que les Argentins aillent mieux pour ensuite dans un second temps, un troisième temps, un quatrième temps pouvoir implémenter un petit peu plus loin. Donc je pense qu'il y a très certainement un peu de retenue politique par calcul un peu électoral, je pense. En tout cas, c'est un petit peu ma vision. Par contre, sur Je, Vas-y, s'il te plaît. je- Excuse-moi, mais j'entends ce que tu dis et je pense que ce que tu dis est le reflet d'une réalité très probable, mais ça ne fait, à mon avis, que renforcer mon argument. Je vais t'expliquer. Pour un libertarien, euh, aller vers la liberté, si on peut rendre l'ensemble de l'Argentine et des Argentins vraiment libres, je ne peux qu'applaudir des deux mains, évidemment, d'accord. Je ne peux qu'en m'en réjouir, c'est évident. Mais quand tu dis ce que tu viens de dire, tu ne fais jamais qu'exprimer la réalité qui est tous les Argentins, c'est pareil des Français, hein, c'est pas spécifique aux Argentins, mais tous les Argentins, même si ils ont un appétit de prospérité et qu'ils ont un appétit quand ils entendent quelqu'un qui veut leur promettre de meilleures conditions de vie, c'est clair. Mais tous les Argentins ne se rendent pas tout à fait compte de ce que c'est vraiment la liberté telle que vue par les libertariens. Les propos de Benegas Lynch
sont des propos de libertariens, mais qui peuvent être en décalage avec la grande majorité des Argentins. Ce n'est pas une critique, c'est juste la réalité, encore une fois. Donc ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a de toute façon un décalage entre la théorie, la vision idéalisée, idéaliste d'un Milei dans sa vraie conception de ce qu'il cherche à faire, d'accord, ou encore une fois, Alberto Benegas Lynch, parce que lui, il est encore plus, on va dire, théorique et idéaliste que les autres. Et puis la réalité des terrains, parce que les gens n'en sont pas encore là, ils ont des préoccupations plus terre à terre, et ce sont les préoccupations terre à terre qui les font avancer dans le sens de Milei. Ok. Euh, la réalité d'une opinion dans un grand pays comme l'Argentine ou la France, d'accord, elle est multi. Elle, elle- elle a de nombreux niveaux. Il y a tout un tas de différences de niveaux entre les deux. L'avantage d'un discours avec la sécession, comme je l'évoque, d'accord, c'est justement de permettre aux différentes populations d'aller vers la liberté à leur vitesse à eux. Imagine, je vais faire simple, je simplifie, d'accord. Imagine que Buenos Aires soit d'un niveau de prise de conscience de la liberté bien plus en avant que le reste du pays, ça me paraît probable, hein, ok, en tout cas certains quartiers. Ok. Pourquoi Buenos Aires ne pourrait pas devenir libre avant le reste de l'Argentine? Ce qui n'empêche pas continue à travailler pour le reste de l'Argentine. Mais pourquoi on ne pourrait pas aller plus vite sur certaines parties du pays qui sont prêtes, ce qui permettrait au moins à ces gens-là de devenir riches, pardon, riches, oui, libres, excuse-moi, riches aussi, hein, ok, mais surtout aussi qui permettrait de montrer l'exemple. Regardez, Buenos Aires est devenu libre et regardez, ils sont en train d'exploser. Il faut qu'on fasse pareil, il faut qu'on les suive. L'avantage d'une démarche sécessionniste, c'est que ça permet d'aller à des vitesses différentes. Tandis qu'avec une approche comme ce que Milei tente de faire, ça va l'obliger à faire du nivellement par le bas. Il va être obligé de suivre le peuple et la vitesse du peuple. Et c'est pour ça qu'il a besoin de 35 ans. Il a besoin de 35 ans parce que toutes les couches du peuple vont avancer lentement. S'il avait poussé l'idée de sécession, certains iraient à 35 ans, d'autres iraient à 2 ans. Alors, je trouve ça très intéressant ce que tu dis. C'est quelque chose auquel, enfin, en tout cas, c'est un argument et une pensée qu'on ne m'a jamais montré, en tout cas qu'on m'a jamais apporté comme argument contre Milley, ou c'est pas vraiment contre Milley, mais en argument à la décharge de Milley. Je trouve ça très intéressant et ça mérite limite de faire une pause, d'aller dormir et d'y répondre le lendemain tellement c'est intéressant. Vraiment, merci pour ça. T'en Euh, prie. Il y a d'un côté dans la sécession, euh, on est quand même en France et en Argentine, par exemple, sur deux pays foncièrement différents, puisque l'Argentine est un État Une fédéral. Alors fédération. voilà, tout à Une fait, exactement. fédération. Donc c'est Mais, là où mais, j'allais un petit peu. ouais, mais excuse-moi, c'est raison de plus. Qu'est-ce qui. Pardon de te couper, hein, Oui, oui. mais on pourrait faire pareil avec la France. Qu'est-ce qui justement interdit à Milei de dire. Je sais plus combien il y a de provinces ou d'États dans l'Argentine, excuse-moi, Une je suis vingtaine à peu pas. près, je crois qu'elles sont 23 si je me Ok, trompe pas. ok, donc c'est intéressant parce qu'en France, il y a 22 de mémoire, il y a 22 régions. Ok, Mhm. donc c'est comparable, même si les géographies sont très différentes. Mais pourquoi ne pas envisager, ou en tout cas rendre possible de dire, écoutez, chaque État ou province d'Argentine, si vous le souhaitez, à la vitesse où vous voulez, mais en tout cas, vous avez la possibilité de aller plus vite les uns que les autres. Mais au moins, certains qui seront prêts pourront y aller, ne seront pas obligés d'attendre les autres. Alors, moi, je serais assez d'accord sur ta réflexion, en tout cas dans la trame derrière. Euh, Niveler par le bas, puisqu'il faut attendre que tout le monde se mette un peu à jour, n'est pas forcément souhaitable. Je suis d'accord avec toi. Par contre, il y a une question beaucoup plus terre à terre qui doit se poser. C'est-à-dire que Milei, en tant que président de la nation, de l'État fédéral argentin, euh, pourrait peut-être, alors c'est une question qu'il faudrait que j'approfondisse et je vais le faire après, euh, est-ce qu'il ne se mettrait pas en porte-à-faux vis-à-vis de la Constitution? C'est-à-dire de dire en gros, Euh, on va démanteler l'État fédéral complètement. oui, j'ai très très bien compris et je m'en rends compte parfaitement.
La question est peut-être, mais quand il a eu son investiture, il était sur une vague qui le portait. Il pouvait profiter de cette vague, et il y aura peut-être d'autres moments où il pourra profiter de certaines vagues. Mais il faut que tu saches une telle initiative, un tel risque institutionnel, on va dire, d'accord, a déjà existé dans l'histoire. Et si tu t'intéresses aux libertariens, tu sais sans doute que les libertariens prennent souvent le Liechtenstein comme un exemple. Et le Liechtenstein est un exemple exactement pour cette raison. Le prince du Liechtenstein, aujourd'hui encore régnant, quand il était plus jeune, il y a une vingtaine d'années, a pris exactement cette initiative. Il a osé, alors que c'est un monarque, c'est un prince, donc il est monarque si tu veux. Mais avec les institutions, en négociation avec les différentes institutions, il a poussé cette idée-là. Et aujourd'hui, dans la constitution du Liechtenstein, il y a le droit inscrit dans la constitution pour les communes, alors c'est pas les régions, alors, ok, le Liechtenstein est un petit pays, mais peu importe, les communes ont le droit, selon certaines modalités, de faire sécession. C'est inscrit dans la constitution, donc ça existe, c'est possible. Ah, très intéressant, je ne savais pas personnellement, donc je suis ravi de l'apprendre. Est-ce que, pour continuer sur le Liechtenstein, parce que c'est assez passionnant, je trouve, le thème de la sécession, et je pense que ça parle à beaucoup de gens qui disent mais moi, je veux faire ça, mais je veux pas forcément que mon voisin vienne faire la même chose. J'ai pas envie de l'entraîner avec moi. Je pense que la démocratie ne marche pas. Et je Ah, voudrais bien faire sécession. Tu vois, par exemple, on l'a c'est beaucoup. exact. C'est exactement ça l'idée. Et Et quand tu y réfléchis, la vraie idée de liberté d'un point de vue concret, c'est celle-là. C'est vouloir tous faire la même chose, pour tout le monde pareil, etc. À un moment donné, surtout dans les grands pays, ça, à un moment donné, ça ne peut pas marcher. Par contre, si tu laisses la possibilité pour des territoires plus petits, quels qu'ils soient, ça c'est du détail pratique si tu veux, mais si tu laisses la possibilité pour pour des territoires petits, des communes, des départements, des grandes contrées sauvages désertiques, peu importe, de prendre l'initiative de dire, écoutez, on reste amis, on va pas rentrer dans le conflit, on vous aime beaucoup, mais nous, on veut faire autrement. Vous faites comme vous voulez, pas de problème, mais nous, on veut faire autrement. Donc on dit au revoir, on reste amis, pas de problème, mais on dit au revoir. Pourquoi interdire ça? Et surtout, pourquoi ne pas le rendre possible? Ça va démanteler l'Argentine en tant que pays. Et alors? ouais, ouais, non, je vois. Et une question, Liechtenstein, ça a déjà été fait. Il y a une commune qui a proclamé son indépendance ou sa sécession, ou ça n'a pas encore été mis en œuvre. C'est une excellente question, je te remercie. La réponse est il n'y a pas eu de mise en œuvre. D'accord. Ce qui pour moi est la preuve ultime que les gens sont satisfaits de la situation au Liechtenstein. Mais s'ils n'en sont pas satisfaits, ils peuvent le faire. Oui, non, c'est clair. Finalement, en laissant le choix et en voyant que les gens restent, ça prouve ce que tu dis, tout à fait. Pour avancer un petit peu dans la conversation, donc on parle de Milei et c'est un truc que ton interview précise. On va dire ANCAP, donc anarcho-capitaliste par idéologie mais minarchiste en pratique. Donc Oui, déjà, si tu veux revenir un petit peu sur ce passage de l'interview avec Milei et nous expliquer exactement ce dont parlait la conversation. Mais oui. moi, je voulais savoir un petit peu ton point de vue, euh, voilà, sur Milei. Je sais qu'en préparant l'interview, Thatcher est revenu dans la conversation. Est-ce que ce serait, on voit avec l'avortement, est-ce que ce serait finalement juste un conservateur libéral comment où est-ce que tu positionnes Milei, toi, dans la pensée politique? Alors là-dessus, il y a deux angles. Il y a un angle théorique. Je vais commencer par ça parce que ça fait un lien avec la sécession. Et il y a un angle plus politique. Rapidement, l'angle théorique reprend un peu l'idée de ce qu'on vient de parler en termes de sécession. La thèse et la stratégie de Milei, c'est de dire l'Argentine, je prends l'Argentine ou je reprends l'Argentine à un point où elle est désolée, on va dire. Et moi, j'ai l'ambition de la libérer et je vais la libérer pour lui donner de l'oxygène, la refaire vivre, etc. Mais je la garde argentine. Ok.
Et donc pour ce faire, c'est un minarchiste. Un minarchiste, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est quelqu'un qui a la volonté de faire un État archi minimal. Minarchie, c'est un régime où le gouvernement, l'État, la fonction publique, l'administration est la plus minimale possible. Et la stratégie de Milei, c'est celle-là. Il veut dégraisser l'État, il veut réduire l'État, il veut pas supprimer l'État, mais le dégraisser, le réduire le plus petit possible, parce que ça va dégager des opportunités, de l'oxygène, etc. Et il a raison, c'est tout à fait vrai. Mais son ambition en termes de liberté, c'est ça. C'est je veux garder l'Argentine en tant qu'État, en tant que démocratie, en tant que fédération, etc. Je n'ai pas l'intention de changer tout cela, ok. Mais par contre, je vais essayer de dégraisser, en France on dirait dégraisser le mammouth, d'accord, pour qu'il n'y ait plus que la peau et les os et que ça fonctionne le plus efficacement possible. En ce sens, il rejoint une Thatcher, j'y reviendrai. C'est ce que voulait faire Margaret Thatcher de la même manière. J'y reviendrai. Mais quand on se dit anarcha, c'est-à-dire anarcho-capitaliste, donc anarchiste, d'accord. Quand on se dit anarchiste comme il le fait, un anarchiste, par contre, lui, sa volonté, son désir, sa finalité, c'est de faire disparaître l'État. C'est qu'il n'y ait plus d'État. Et qu'il puisse y avoir toujours des gens, qu'il puisse toujours y avoir des organisations, ça c'est une autre histoire, mais qu'il n'y ait plus de bureaucratie, d'institutions imposées, qu'il n'y ait plus de démocratie, d'accord. Je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est mal, je décris ce que ça veut dire, d'accord. Le point c'est qu'on ne peut obtenir un tel objectif qu'avec la sécession. Tu ne peux pas, tant que tu es dans la démocratie et que tu joues le jeu de la démocratie, des institutions, que tu passes par le vote, les chambres, etc., tu restes dans la démocratie. Et la démocratie n'est pas la liberté. La Alors, démocratie je t'arrête juste là. n'est pas la liberté. Oui, Je t'arrête juste là parce que je t'en prie. j'ai une question euh, Oui. transversale. Est-ce que finalement ce que je retiens de ton propos, c'est que finalement la minarchie, donc dégraisser le mammouth et une minarchie ne serait donc pas une, ou en tout cas serait pas forcément le chemin vers l'anarcho-capitalisme. Tu as tout compris, c'est même ça, ça ne peut pas l'être. C'est un chemin vers une meilleure vie, ça c'est évident. Il ne faut pas se tromper, c'est un chemin bénéfique. Faut pas, ne nous trompons pas, d'accord. C'est-à-dire, je préférais, moi, en France, 1000 fois vivre dans une minarchie que dans la France qu'on connaît aujourd'hui, d'accord. Il ne faut pas se tromper. Mais dans l'absolu, mais pour quelqu'un qui se dit... Millet se dirait thatcherien, d'accord. Il dirait, moi je suis le nouveau Thatcher de l'Argentine. Alors sa stratégie serait totalement cohérente. Il viserait un objectif qui était le même que Margaret Thatcher à l'époque. Donc j'ai rien à dire là-dessus. Je peux ne pas être d'accord en tant qu'individu par rapport à la liberté, mais c'est une autre histoire. Mais par contre, lui, il se présente comme étant anarcho-capitaliste de manière explicite. Il a les drapeaux jaunes et noirs, il a le serpent, il a toute la symbolique de l'anarcho-capitaliste. Okay. Il est pragmatique, je veux bien, mais il communique comme un anarcho-capitaliste, d'accord. Or, il n'est pas possible, on peut en discuter, mais il n'est pas possible de sortir de la démocratie par la démocratie. La démocratie te mène à la démocratie. Point. La seule façon d'en sortir, c'est la sécession. Et c'est pour ça que j'insiste sur la sécession, si tu veux. S'il est vraiment anarcho-capitaliste, je peux comprendre qu'il dise je vais dégraisser le mammouth, très bien. Mais de toute façon, à un moment ou à un autre, je vais permettre la sécession parce qu'il n'y a que la sécession qui m'amènera à la liberté. Ce n'est pas ce qu'il dit. Et c'est Ouais. bien ça que je lui reproche. Ouais, je comprends tout à fait et ça, pour en revenir un peu au réel, on va dire, au terrain en Argentine. Il y a quelque chose, moi, qui me fait tiquer quand tu dis s'il se réclamait de Margaret Thatcher, je, je le trouverais bien plus cohérent. C'est vrai Oui, qu'en Argentine, vu le passif entre les deux pays, ce serait quasiment un suicide politique de se revendiquer ok. de Margaret Thatcher. Non mais par Et exemple, il pourrait se revendiquer de Ronald Reagan, si tu veux. D'accord. tout à fait, mais ça me faisait un peu tiquer. Oui, je
je comprends. Les Falkland ou Malouines sont encore dans les esprits. Je comprends. Tout à fait. Mais Non, et puis surtout sur un autre sujet, sur la sécession. euh, je me fais vraiment l'avocat du diable parce que j'entends vraiment ton discours, hein, mais c'est vraiment pour la conversation. Euh, bien sûr. les Argentins sont un peuple très nationaliste, bien plus D'accord. nationaliste que l'on peut l'être en France, et j'ai envie de dire bien plus nationaliste pardon, que l'extrême droite en France, pour être tout à fait honnête. C'est possible ça? C'est ok, d'accord. Soit. Les Ok. Argentins sont vraiment fiers du drapeau, fiers d'appartenir à cette patrie, etc. Et c'est quelque chose, je pense, on en revient encore au thème des 35 ans, du programme à long terme, etc. C'est vrai que peut-être venir avec un agenda sécessionniste sans expliquer à la base et sans faire évoluer le peuple argentin avant, c'est quelque chose qui l'aurait enterré politiquement. Et j'utilise bien le conditionnel, hein. Ça aurait pu aussi l'enterrer politiquement. Donc peut-être qu'il faut Mais je croire l'entends, hein, Milei et de ce qu'il te racontait et dire bon, ok, peut-être que par pragmatisme il veut faire la minarchie et une fois que le peuple sera arrivé, peut-être qu'à ce moment-là il pourra effectivement parler de sécession pour, comme tu dis, pouvoir je, vraiment je, en je, finir avec la démocratie. je, je l'entends, Nico, et c'est toujours facile de critiquer quand on est à combien? 18 000 kilomètres ou je sais pas combien. Donc oui, j'entends ça. Et c'était mon deuxième point. Mon deuxième point, c'est que je vois très bien que il a pris une posture. Encore une fois, je prends Thatcher comme symbole parce que ça parlera aux Français. Mais il a pris une posture. Alors, je ne sais pas si c'est sa posture personnelle ou si c'est la posture qu'il prend justement en tant que personnage politique pour faire avancer son agenda. Je ne sais pas faire la différence. Mais il est clair qu'il prend une posture de conservateur libéral, quoi. C'est-à-dire, je suis libéral, je suis agressif, je suis très agressif en tant que libéral. C'est que pour moi est très positif. Mais je reste très conservateur. Je suis défavorable à l'avortement. Je reste très proche des États-Unis. Je vais à la conférence CEPAC des conservateurs américains. Je vais en Israël. Je ne juge pas, hein. Je constate encore une fois, d'accord? Tout ça, ce sont des positions et des postures qui sont beaucoup plus, on va dire, conservateurs que libertariennes. Je pense que c'est une circonstance. Je ne sais pas si c'est lié à sa propre sensibilité. Ça, je ne sais pas. Oui, alors je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a d'un côté où tu dois toujours chercher des alliés politiques euh, ou des alliés économiques, parce qu'il y a pas mal de, c'est aussi un peu des clubs de rencontres pour aller rencontrer Oui, le capital, évidemment, hein. Je oui, pense que quand oui, il va à oui, Davos, euh, bien sûr. bon, ça lui fait plaisir, je pense, de faire son discours, parce que je pense il a fait un peu le tour du monde et ça lui a offert une belle vitrine. Mais il y a aussi évidemment le fait, enfin la conclusion du discours à Davos, c'est en gros, entrepreneurs, vous êtes des bienfaiteurs C'est chez sociaux moi. et l'Argentine est un allié. Enfin, sachez que l'Argentine à partir d'aujourd'hui est un allié pour vous. Donc, Bien sûr, bien sûr. clin d'œil, quoi. Et- bien sûr. Moi, j'applaudis immensément le discours à Davos, ne te trompe pas. Et Davos, pour moi, est un coup politique et de communication extraordinaire. Mais qui me paraît beaucoup plus cohérent, en tout cas du point de vue du positionnement libertarien, encore une fois, que d'aller à la CEPAC, où en plus à Ouais. la CEPAC, il a fait un cours d'économie, bon, qu'on pourrait discuter, peu importe. Donc il y est allé clairement pour dire venez m'aider, je suis un conservateur comme vous, venez chez moi, apportez-moi des sous, soutenez-moi, etc. Je le comprends, hein, je le comprends. Mais c'est plus du tout le même registre. C'est plus du tout le même registre. Et donc, en trois mots, que- que- quelle est sa position pour toi? Position politique, tu veux dire? Ouais, si vraiment, je dis vraiment en trois mots parce que je pense que les gens ont écouté, ils peuvent un peu comprendre en filigrane, mais ce que je veux dire, c'est Mhm. si par exemple on était sur un site de paris en ligne et on doit deviner, tu mettrais tes sous sur quelle position politique? Ah bon, pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est un libéral classique. Ça, c'est une terminologie américaine, c'est-à-dire
le libéral traditionnel, pas le liberal, toi, pas le J'ai bien gauchiste, compris. quoi. D'accord? Voilà, oui. Donc c'est un libéral classique, conservateur, d'inspiration, clairement. Donc je dis, pour moi, le symbole, c'est Thatcher-Reagan, quoi, pour faire simple. Dois-je renommer l'interview et l'émission euh, Milley, le Charles Gave argentin? Ah, Charles Gave, oh, ça vous obligerait de parler de Charles Gave. Non, Charles Gave n'est pas du tout à la hauteur, là. Non, 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 ça c'est une autre histoire. Non, 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 non. c'est un petit clin d'œil. On est bloqué de toute façon par Charles Gave, donc ne vous inquiétez pas. Ah, Ne vous inquiétez pas, on ne parlera plus de lui sur cette chaîne. Euh, j'ai une question un petit peu plus qui reste un peu dans son. Alors, c'est pas que j'essaie de faire la défense de Millet, je ne suis ni l'avocat, je ne suis ni payé par Millet, ni relié à quoi que ce soit par rapport à lui, c'est une initiative propre. Euh, mais pour le défendre un peu sur ce postulat, donc qu'il ne serait pas anarcho-capitaliste, est-ce qu'il n'y a pas une différence? Alors moi, c'est un truc que je me suis toujours demandé finalement. Je pense que tu peux apporter un peu de la lumière là-dessus. C'est la différence entre euh, avoir un État anarcho-capitaliste, donc ne plus avoir d'État finalement, mais un État comme oui, un État de fait, tu vois, oui, oui, anarcho-capitaliste, et en fait passer d'une démocratie, pour le coup, un État quasi socialiste, oui. c'est ce qu'est l'Argentine. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une grande différence entre finalement maintenir tout ça et puis passer de l'un à l'autre qui fait que euh, on a parlé par exemple du temps long, etc. Est-ce que ça lui donne pas quand même beaucoup de crédit pour qu'on puisse dire bah non, finalement c'est peut-être un anarcho-capitaliste, il fait juste avec les moyens du bord pour le moment. Je pense que c'est assez vrai, si tu veux. Je pense qu'il est. Il y a un point que je respecte énormément, voire même que j'admire chez lui, c'est son concept de guerre culturelle. Je pense que ça, c'est ce qui fait sa force et sa pertinence, et ce qui fait aussi qu'il a réussi. Et pour être honnête avec toi, à mes modestes moyens, j'essaie de m'en inspirer. Il a totalement raison là-dessus, mais ça rejoint ce que j'essayais de dire tout à l'heure sur le début de ma position sur la sécession. Je veux dire par là que euh, on ne peut être libre, un pays ne peut être libre, une région ne peut être libre que si les gens qui l'habitent en conscience ont un appétit, une conscience d'être ou de ne pas être, de vouloir être libre. D'accord? Dans un pays d'esclaves comme ça, qui ne sont pas conscients d'être esclaves, tu ne fais pas des libres. Pour que les gens soient libres, il faut qu'ils aient conscience qu'avant ils ne l'étaient pas, qu'ils veulent l'être pour telle et telle raison, et qu'ils aient un appétit pour le devenir. Okay. Le talent des gouvernements, comme par exemple en France, si tu viens en France, tu demandes dans la rue aux gens s'ils sont libres, l'immense majorité des gens vont te dire qu'ils sont libres, alors que ce sont des esclaves, au fond. Donc l'immense majorité des gens en France ne se rendent même pas compte de ce que ça veut dire qu'être libre, et qui ne le sont pas. Je pense que c'est probablement le cas dans beaucoup d'endroits en Argentine aussi. Et donc le travail que fait Milei, c'est de réveiller les consciences. Tant qu'il n'aura pas réveillé les consciences, les gens ne demanderont pas à être encore plus libres. Ou en tout cas, ou alors ils auront peut-être peur de devenir libres parce que pour eux, ça sera l'anarchie et donc le bordel, si tu me permets. Cararo. Euh, donc ce travail-là est important. Mais c'est aussi pour ça que je disais que au fur et à mesure que les gens, de plus en plus de gens vont se réveiller à la liberté, la sécession leur permettra de prendre des raccourcis, d'accord, plutôt que d'attendre que tout le monde soit un jour devenu réveillé, si tu veux. Donc pour moi, les deux vont de pair. Là où je le rejoins, où il a totalement raison, c'est de faire ce travail de fond, de communication et de prendre le temps de la guerre culturelle face aux gauchistes. Il a totalement raison. Mais ce qui est dommage, c'est qu'au fur et à mesure qu'il gagne des batailles de cette guerre, il n'ouvre pas la porte de la sécession pour permettre aux gens d'en profiter. Ouais, non, très intéressant. Et parmi on sait qu'il y a des mouvements sécessionnistes, il y en a eu dans l'histoire et il y en a encore à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a des mouvements vraiment sécessionnistes qui s'inspirent du projet libertarien? Puisque
ma question suivante, c'est un peu est-ce qu'on doit le suivre sans concession, Milei? Est-ce que pour les libertariens c'est un exemple à suivre? Donc est-ce que si c'est pas Milei, est-ce que ce serait pas par exemple un autre exemple? Est-ce qu'il y a voilà, est-ce que tu as un coup de cœur pour un mouvement qui prône ça, la sécession quelque part avec cette idéologie derrière? Mais d'abord, des projets de sécession dans l'histoire des libertariens, il y en a tout un tas. Alors, avec tout un tas de variantes et avec tout un tas de stratégies différentes, je vais juste en prendre un pour te donner une idée. Si tu prends un des États des États-Unis, le New Hampshire, qui est un petit État relativement peu peuplé, ça doit faire maintenant une vingtaine d'années qu'il y a des libertariens qui s'y sont installés, avec comme objectif de progressivement installer de plus en plus de libertariens pour finalement pouvoir y prendre le pouvoir. Et une fois qu'ils auront pris le pouvoir, déclarer sécession des États-Unis. Ça avance doucement, c'est compliqué, mais le New Hampshire est connu comme étant un endroit où des libertariens ont comme objectif la sécession, mais explicite, hein, c'est pas caché, hein, la sécession des États-Unis. Donc ça existe, c'est pas de mon invention du tout. Et par ailleurs, et pour te répondre plus généralement, si tu prends les grands penseurs libertariens de par le monde, et je prendrai notamment pour celui qui pour moi est aujourd'hui le phare libertarien, si je puis dire, Hans Hermann Hoppe, c'est sa thèse. Il y a de plus en plus aujourd'hui de livres qui apparaissent où il y a de plus en plus de positions qui sont prises dans les milieux libertariens pour dire, bah non, de toute façon, on ne pourra rien faire en dehors de la sécession. La sécession est le mécanisme de fond de libéralisation On est dans un monde démocratique. La seule façon de sortir de la démocratie, c'est par la sécession. Donc c'est pas de mon fait, si tu veux. Moi, je suis un modeste porte-parole. Si tu prends tous les grands penseurs libertariens aujourd'hui dans le monde, tous, plus ou moins, vont pousser cette même idée. D'accord. Et donc, pour arriver un peu à la conclusion de cet entretien, en tout cas, je vais regarder l'exemple du New Hampshire. Ça me paraît assez Tu cherches, intéressant. tu cherches un truc qui s'appelle le Free State Project. Free State Project. Ok, bah c'est intéressant parce que on a eu pas mal de trucs dans le passé. J'ai l'exemple Liberland, je crois que ça s'appelait, etc. Où Oui. il y a pas mal de projets comme ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont réussi ou qui ont été ou qui a été le plus proche de réussir finalement? Tu peux nous renseigner là-dessus? Est-ce qui a été le plus proche de réussir? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Alors, le Liberland aurait pu réussir, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est mort. Il y a un autre projet qui est encore en maturation, si je puis dire, qui est ce qu'on appelle les seasteaders, littéralement ceux qui s'installent sur la mer. Ah Et oui. notamment en Polynésie française, mais pas seulement. Il y a des accords à Papeete en Polynésie pour installer une ville flottante comment dire, au large de la Polynésie. Donc des initiatives et des projets, il y en a plein. Il y a un autre projet qui aujourd'hui peut-être c'est dans le Monténégro, en Europe. Pas, un petit projet d'une communauté qui est en train d'acheter des terrains et de créer une communauté libertarienne au milieu des Balkans. Donc des projets comme ça, il y en a si tu veux. Après, chacun fait en fonction des opportunités qu'il a identifiées sur une situation particulière, d'accord? Mais clairement, je t'invite à regarder un peu toute la littérature qui se fait aujourd'hui. Tu trouveras la sécession à peu près partout. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Non, c'est passionnant en tout cas. Moi, je trouve c'est pas un thème que j'avais dans l'interview à la base. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me paraît assez intéressant comparativement à ce que propose Milei, en tout cas en l'an 1 de Milei président, si je peux parler comme ça. Et donc, pour conclure, pour les libertariens qui nous écoutent, est-ce qu'on doit euh, suivre Milei finalement sans concession? Est-ce qu'on doit le prendre en exemple ou est-ce qu'on doit euh, plutôt le mettre en garde pour dire bah, finalement attention parce que c'est vrai que si on quelqu'un qui génère autant d'espoir peut aussi décevoir en Ah. conséquence. C'est ça, et tu as posé la bonne question à la fin. Moi, je pense qu'il faut à la fois le suivre et le dissuader de continuer.
manière ou d'une autre. Il faut le suivre sur la communication. Je ne saurais jamais être suffisamment admiratif et le soutenir et prendre exemple sur tout ce qu'il fait au niveau de la communication, sur la manière, hein, on s'entend, sur la façon. Le côté compétent, le côté agressif, positivement agressif, d'accord? Ou le fait qu'il ose dire les choses, qu'il n'a pas peur, mais qu'il est toujours compétent, c'est-à-dire que si on le contre-attaque, il a tous les arguments. Mais il ose y aller, il n'a pas peur parce qu'il sait qu'il est dans son juste droit et qu'il a les bons arguments. Donc il y va. Et là-dessus, moi j'essaie de le suivre le plus possible. Donc là-dessus, je ne peux qu'applaudir des deux mains. Sur la stratégie, on en a parlé de nombreuses fois, euh, je crains, et je suis presque, pour pas dire, je suis presque sûr que sur le long terme, il finira par se planter. Et bien sûr, je me demande qu'à me tromper, hein, mais tant qu'il restera sur une stratégie où il cherchera à à réduire la démocratie, mais rester dans la démocratie, tant qu'il restera dans la démocratie, il ne pourra pas atteindre la promesse réelle de liberté qu'il a annoncée. Alors, je suis sûr qu'au fur et à mesure que le temps va passer, il va ajuster, le discours va évoluer, probablement. Mais la promesse qu'il a lancée au départ de je suis un anarchape et je vais faire la liberté de manière pragmatique, il ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas le faire. Je trouve que c'est une excellente conclusion pour cet entretien. Avant qu'on se quitte, Stéphane, comment on peut t'aider? Qu'est-ce que tu souhaites que la communauté fasse pour toi? Est-ce que ce serait lire tes articles, acheter des livres? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous recommander Ben écoute, c'est très gentil déjà de poser une telle question. Moi je fais ce que je fais pour une seule chose. J'essaie de transmettre les idées libertariennes, j'essaie de les faire connaître, de les faire comprendre le plus largement possible. Donc tout ce que les gens pourront faire pour reprendre mes textes, mais les miens ou pas, même pas que les miens, hein, les idées libertariennes, commencer peut-être par effectivement reprendre mes textes, mes articles, mes vidéos, parce que c'est pragmatique tout simplement, hein, d'accord? Je fais pas ça pour la fortune, mais tout ce qu'on pourra faire pour publier, republier, diffuser, tant mieux. Et puis former les gens. Moi, je fais un appel à la formation. Je demande qu'à former les gens et que ceux qui seront formés, à leur tour, iront diffuser et formeront d'autres gens. Donc, pour moi, tout ce que j'essaie de faire, c'est faire connaître, dénoncer les idées opposées, faire connaître la liberté, diffuser, former les gens pour aller plus loin, former, diffuser, former, diffuser. J'ai une phrase très simple, moi, qui définit mon action, c'est expliquer, expliquer, expliquer. Merci beaucoup Stéphane. C'est très très clair. Je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir. Je pense que ça a été un échange passionnant et c'est vraiment un plaisir de t'écouter parce que t'es une personne atypique sur la scène et je pense qu'il n'y avait pas meilleure personne que toi pour aborder la thématique Millet et son positionnement. Donc vraiment un grand merci de nous avoir accompagnés ce soir. Et je t'en prie, Nico, je tiens sincèrement de même manière à te féliciter. En toute honnêteté, je ne m'attendais pas à des questions d'une telle qualité, sincèrement. Donc, je suis également ravi de l'entretien et je te remercie. Merci beaucoup et à très vite sur la chaîne. Merci à tous et passez une bonne soirée. Salut!